Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette chaîne est consacrée aux investissements et au trading, mais aujourd'hui, nous parlons de la géopolitique. Je réponds à votre demande faite sous la dernière vidéo Café du dimanche. Je vous ai posé la question si ça vous intéresse de comprendre un peu mieux le conflit entre la Russie et l'Ukraine et notamment avec des États-Unis. Évidemment, c'est un conflit entre deux grandes puissances nucléaires. Ça ne peut pas ne pas nous intéresser. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires. Apparemment, ce sujet vous intéresse. Du coup, je réponds à votre demande. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, les likes, pour moi, c'est super important. Je rappelle au début de chacune des vidéos, et particulièrement pour cette vidéo, pour que je sache si ces sujets qui sortent un petit peu du périmètre de la finance vous intéressent également. On va quand même parler de la bourse de la finance. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur le marché russe et vous allez comprendre pourquoi j'en parle pas beaucoup finalement sur la chaîne Mind du Cash, malgré que j'ai des origines russes. Donc, on va commencer tout de suite. Quelle est l'origine de ce conflit? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? On va reprendre le fil des événements de la fin de l'année dernière et début de cette année. Donc la Russie, elle s'est pointée spontanément pour nous en fait, en tout cas en étant en Europe ou aux États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, pour vous ça peut être une surprise. Pourquoi tout à coup, en fin 2021, on reparle des sujets qui commencent à déjà être assez vieux, mais au moins ça date quand même de quelques décennies. Donc la Russie, elle a rapproché ses troupes vers la frontière ukrainienne et là fait une liste des demandes qui étaient considérées comme un ultimatum envers l'OTAN. L'OTAN, c'est vraiment une organisation la plus puissante militaire au monde et ils ont listé un certain nombre de choses qui sont tout simplement inacceptable. Grosso modo, qu'est-ce que demande la Russie? La liste des exigences était assez longue, mais la principale exigence, c'est que l'expansion de l'OTAN à l'Est se termine, prend la fin, et qu'ils garantissent que les pays comme l'Ukraine, Biélorussie et Géorgie, bon, Biélorussie n'était pas dans la liste parce que le gouvernement, on va dire, elle est un peu contrôlé par le Moscou, donc, mais notamment l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Évidemment, cette condition ne peut pas être acceptée. Pourtant, les Russes l'ont fait. Bon, après, pourquoi, c'est une autre question. Mais cet ultimatum autour duquel, aujourd'hui, il y a des discussions. Évidemment, l'OTAN l'a rejeté parce qu'il ne peut pas remettre en cause le pouvoir de chacun des pays ayant la souveraineté de décider quel bloc elles vont faire partie et quel bloc elles ne veulent pas faire partie. Donc du coup, ces négociations se sont arrêtées là où elles ont commencé, sans aucun résultat notable. Mais pourquoi cet ultimatum a été émis par la Russie? Pourquoi elle en parle maintenant? En gros, la Russie tout simplement considère l'OTAN comme une menace. Donc ça vient de l'Union soviétique, bien évidemment, parce que l'organisation OTAN, je vous rappelle, vous pouvez le vérifier dans l'histoire, qu'elle était créée justement pour contrepeser la puissance de l'Union soviétique. Donc évidemment, avec le temps, sa vocation a beaucoup changé, notamment après la chute de l'Union soviétique, c'était pas du tout pour ça. Mais en tout cas, dans l'esprit des gens en Russie, surtout de la génération plus âgée, donc l'OTAN, c'est toujours un ennemi. Donc évidemment, Vladimir Poutine fait partie de la génération ancienne, donc qui pense ainsi, donc pour lui, l'OTAN, c'est un ennemi. Donc ça, c'est une évidence pour lui, et comme toutes les mouvements de l'OTAN, toutes les actions de l'OTAN, il prend mal, il regarde sous un angle d'une menace envers la Russie. Donc après la chute de l'Union soviétique, il y a un certain nombre de pays qui sont rentrés dans l'OTAN, notamment les pays baltes, qui sont les pays frontaliers avec la Russie. Donc du coup, ils ont pu rapprocher les infrastructures militaires de l'OTAN envers les frontières russes, et pour la Russie, c'est une menace. Et voilà, donc du coup, il en parle systématiquement que voilà, il y a eu une trahison de la part de l'OTAN envers la Russie, parce que en effet, à la fin des années 80, pendant les négociations pour la réunification de deux Allemagnes, de la RDA et de la Fédération de l'Allemagne, donc il y a eu des promesses orales comme quoi l'OTAN ne va pas s'étendre à l'Est. Donc, mais il y a un énorme détail. Donc aujourd'hui, la propagande russe, parce que les médias d'État russes, c'est quasiment 100% la propagande, en fait, ils mettent en avant le fait que les Américains, notamment parce que pour eux, ils mettent en signe égal entre l'OTAN et les Américains, comme si les autres pays
qui font partie aussi de l'OTAN n'existaient pas. En fait, ils disent tout simplement que l'OTAN nous a promis que si vous acceptez la réunification de l'Allemagne, dans ce cas-là, en contrepartie, on vous offre la non-expansion de l'OTAN à l'Est. C'est faux, c'était faux, mais pourtant dans la propagande, elle s'arrête là dans cette explication, parce qu'en effet, il y a eu une promesse orale, il n'y avait rien qui a été écrit, rien qui a été signé, qui a été donné envers Mikhail Gorbatchev, qu'ils ont dit qu'on ne va pas étendre l'OTAN, mais il s'agissait uniquement de l'Allemagne. C'est-à-dire que la promesse orale qui a eu lieu était par rapport à l'Allemagne de l'Est. En gros, l'OTAN, elle a promis que l'Allemagne de l'Est ne sera pas occupée par l'OTAN en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'était une promesse orale où il n'y avait rien d'écrit. Et notons que cette promesse, même s'il n'y avait rien, encore une fois, par écrit, elle a été tenue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure de l'OTAN dans l'Allemagne de l'Est. Mais pourtant, en Russie, il y a une opinion qui est très répandue et on va dire qui est presque une position officielle du pays, c'est qu'il y a eu une promesse qu'il n'y aura pas du tout de l'expansion de l'OTAN à l'Est. Donc personne n'a promis ça et surtout personne n'a signé dans ce sens. Voilà, donc ça c'est l'état des choses. Donc forcément, déjà, les négociations partent sur une base erronée. Je ne sais pas si vraiment les autorités russes sont au courant de la vérité ou ils ne veulent pas savoir la vérité, c'est tout à fait possible. En tout cas, ils se basent leur raisonnement sur le fait qu'on a été trahi en quelque sorte par les membres de l'OTAN et on ne peut pas les faire confiance, etc. etc. L'OTAN, c'est les États-Unis, cela veut dire que les États-Unis, on ne peut pas faire confiance. Voilà. Toutes les révolutions qui ont eu lieu dans les pays ex-soviétiques ont été vues sous une prisme d'une influence américaine derrière. Donc notamment les révolutions en Géorgie, notamment les révolutions, surtout les révolutions en Ukraine, où ils voient que toujours la main de Washington derrière tout ce qui se passe en Ukraine. Toutes les tentatives de la révolution en Biélorussie qui a lieu il y a 1 an et demi, ils voyaient également la main de CIA, de l'Ukraine, etc. Donc ça, c'est vraiment une paranoïa, en fait, en quelque sorte, en Russie, que dans tous les conflits, y compris le Kazakhstan, parce que je ne comprends pas comment les États-Unis pouvaient influencer le Kazakhstan, parce que c'est vraiment très loin. Il n'y a aucun pays autour qui est vraiment pro-américain. Donc, en tout cas, même dans le conflit récent au Kazakhstan, ils ont vu, certains médias, certains commentateurs ont vu la main des États-Unis. Donc voilà, ça, c'est rien avec du rationnel, mais pourtant, c'est une opinion qui est largement mise en avant par les médias pro-Kremlin. Voilà, donc ça, c'est l'état des choses actuelles, c'est que les gens, ils consomment en gros cette information et ils croient effectivement que l'OTAN c'est un ennemi et qui ne veut que envahir la Russie, que se rapprocher au maximum de la Russie et créer des révolutions tout autour de la frontière russe, tandis qu'il n'y a pas nécessairement des preuves et c'est du pur complotisme. Donc voilà, le prétexte pour cette pseudo-négociation, qui évidemment en ultimatum et pas une négociation, c'est ça. En fait, en gros, l'OTAN c'est une menace, l'OTAN c'est un ennemi et on veut les garanties comme quoi il ne rentrera jamais en Ukraine qu'il considère comme une zone de l'influence de la Russie. En gros, la Russie, avec Vladimir Poutine en tête, n'ont jamais réellement reconnu la souveraineté de l'Ukraine. En fait, ils la reconnaissent officiellement parce que c'est ce qui a été signé dans les années 90 par Boris Yeltsin, mais en réalité, dans les faits, ils ne reconnaissent pas les souverainetés, en fait, le droit de l'Ukraine de prendre ses propres décisions et de choisir son propre avenir. C'est 2 fois plus ridicule que par cet ultimatum, ils ont obtenu un phénomène complètement inverse. Donc effectivement, par exemple, le pays comme Finlande, qui ne faisait jamais partie de l'OTAN et qui est tout à fait proche à la Russie, d'ailleurs très proche à ma ville natale. Donc elle a émis une idée de rejoindre finalement l'OTAN parce qu'il trouve plus qu'il y a une menace de la part de la Russie plutôt que de l'OTAN, bien évidemment. Voilà, et donc il y a tout un tas de pays qui commencent à se poser des questions, y compris la Suède d'ailleurs aussi, que finalement il faudrait bien faire partie de l'OTAN parce qu'on ne se sent plus vraiment en sécurité vu comment la Russie se comporte envers les pays qui ne sont pas encore les membres de l'OTAN. Donc ça donne vraiment un effet complètement opposé par rapport à ceux qu'ils voulaient avoir. Donc non seulement ils vont ne pas avoir des garanties de l'OTAN, ce qui était assez évident, ils risquent d'avoir plus de pays qui vont faire partie de l'OTAN, qui sont très proches à la frontière russe. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans un deadlock en fait quelque sorte parce que les négociations n'ont pas abouti à rien du tout et donc on attend qu'est-ce qui va se passer après, quels sont les moyens qu'ils vont mettre en place pour vraiment exiger, pour satisfaire ces ultimatums. Maintenant la deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi ça se passe aujourd'hui. Ça pourrait se passer, n'est-ce pas, il y a 5 ans ou il y a 10 ans parce que toute cette situation elle était plus ou moins la même. Et l'OTAN d'ailleurs n'avait plus le projet depuis Bill Clinton de expansion à l'Est.
avant cette discussion il y a quelques semaines, donc personne ne parlait qu'il y a un nouveau pays qui va rejoindre l'OTAN. Il y avait effectivement en théorie le projet qu'un jour l'Ukraine va le rejoindre, mais en plus dans l'Ukraine il y a un conflit pseudo-interne qui est évidemment orchestré par le Kremlin, et déjà ça c'est une précondition pour rejoindre l'OTAN. Donc déjà même en théorie dans les années à venir il n'est pas possible que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Donc vraiment il n'y avait pas de danger. Mais pourquoi ça se passe aujourd'hui? Comme si Vladimir Poutine voulait se créer des problèmes lui-même. Et en fait, c'est presque vrai. Donc cette supposition que pour lui, les problèmes qui viennent en provenance de l'Occident, pour lui, c'est bien pour sa politique interne. Donc ça, c'est vraiment un point le plus compliqué à comprendre, pourquoi ça se passe exactement en ce moment et pas avant. Et donc, je vous propose de faire revenir dans l'année 2014, quand la Crimée, la péninsule ukrainienne, qui était annexée par la Russie. Donc par la Russie de Vladimir Poutine, notamment avec son manœuvre militaire. Donc en Russie, on n'appelle pas ça l'annexion, on appelle le rattachement de la Crimée à la Russie. Et donc il y a tout un débat théorique, politique, etc. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais ça s'est passé pas au moment par hasard. Donc ça s'est passé en 2014 parce que c'est le moment quand la popularité, la cote de popularité de Vladimir Poutine, elle était au plus bas historique depuis son arrivée au pouvoir. Donc en fait, sa popularité a commencé à chuter après la rotation, on va dire, ce qu'ils ont fait avec Dmitry Medvedev, parce qu'il a remplacé pendant 4 ans sur le poste de président de la Russie, et Vladimir est resté en tant que Premier ministre, et après il est revenu à la présidentielle. Donc la population n'a vraiment pas apprécié ça, mais vraiment pas du tout. Il y a eu des manifestations, et la popularité du président commençait à chuter. Et donc, il devrait prouver en quelque sorte sa légitimité. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'en Russie, la société fonctionne en quelque part en 2 vitesses. Comme je vous ai dit qu'il y a une génération âgée qui a vécu de l'Union soviétique, en fait, et qu'ils ont une douleur de la chute de l'Union soviétique et douleur de perdre l'empire dans lequel ils sont nés. Donc ça, c'est vraiment un sentiment assez difficile à décrire, mais il y a une espèce d'une revanchisme qui vit dans les esprits de certaines personnes, même des personnes qui sont assez intellectuelles, et on va dire, crédibiliser, donner de la crédibilité à Vladimir Poutine dans ses actions. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont rencontrer cette annexion de la Crimée, je vais utiliser ce mot parce que c'est comme ça que c'est officiellement vu à l'Occident, et que ça a été accueilli très favorablement par la population russe, et la cote de la popularité de Vladimir Poutine à cette époque-là, il a explosé jusqu'à presque 80%. Et ça, ce ne sont pas des chiffres truqués, ce sont des chiffres qui étaient très proches à la vérité, et Poutine, qui se sentait quand même comme un dictateur, parce qu'il était à ce moment-là, il était déjà au pouvoir presque depuis 14 ans, c'est quand même pas négligeable. Et donc du coup pour lui ça lui faisait énormément plaisir et il sentait que sa crédibilité envers son peuple. Mais cette période elle a tourné une page très importante dans l'histoire de la Russie parce que à partir de cette période-là, la Russie a commencé à être, on va dire, écartée dans pas mal de débats internationaux. Et pour Vladimir Poutine, c'était méga important pour son sentiment personnel, pour ses ambitions pour devenir, on va dire, un grand président de l'histoire. Pour lui, ce n'était pas acceptable qu'il est toujours à l'écart de toutes les discussions internationales. Et quand on parle de la Russie, on parlait que des sanctions. Donc entre 2014 et 2022, on entendait de la Russie principalement quand il s'agissait soit de championnat de foot, soit des différents événements presque horribles, genre des empoisonnements, des attaques des hackers, des interventions dans les élections américaines, donc toujours les événements qui étaient une limite de la criminalité. Voilà, donc ça, c'était vraiment un contexte qui ne plaisait pas à Vladimir Poutine, qui se voyait vraiment en leader du monde, en presque part, qui partage quelque part cette première place avec les États-Unis, le seul vrai adversaire auquel il voulait faire face. Voilà. Malgré on va dire les problèmes évidents économiques de son pays. Voilà, donc en gros, c'est ça qui s'est passé. Donc du coup, il ne s'attendait pas à ça, à mon avis, ça c'est déjà subjectif ce que je vous donne, c'est qu'il ne s'attendait pas à cela. Il pensait que, c'est vrai que l'annexion de la Crimée va être rencontrée très négativement par la communauté internationale, mais il ne pensait pas qu'ils vont aller assez loin et de manière aussi durable, parce qu'il pensait que, ok, la Russie alimente en énergie
toute l'Europe et pas que. Et donc du coup, il y a quand même un poids géopolitique super important. Et à un moment donné, ce conflit va se résorber, ils vont plus ou moins accepter. Il y aura de plus en plus de pays qui vont accepter la Crimée comme la partie de la Russie. Ça n'a pas eu lieu, donc la Crimée n'est toujours pas acceptée que par certains pays, on va dire, très petits et plus anti-américains. La Russie, elle est bourrée des sanctions, elle ne participe dans aucune discussion internationale, elle était éliminée de la G8, maintenant c'est redevenu la G7. Et par exemple, dans la dernière célébration de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, seul président qui est venu voir Poutine, c'était le président de Tadjikistan. Pour l'information, c'est un président qui a proposé il n'y a pas longtemps de boucher le cratère d'un volcan dans son pays avec du ciment. Donc juste pour vous donner du contexte de l'état intellectuel de la personne, et c'était le seul président qui est venu célébrer avec lui. Évidemment, la propagande russe, elle a expliqué ça par les mesures de Covid, mais quand même, c'était un signal que la Russie, elle est quand même assez loin des grands pays, il s'éloignait énormément de la civilisation. Et voilà, et donc pour Vladimir Poutine, à un moment donné, il a commencé à se sentir seul, parce qu'il sortait plus de pays, et avec le Covid notamment, ça accélérait probablement le phénomène, et son importance a commencé à chuter. Donc ça, c'était visible, même si la propagande, il a essayé de créer une image comme quoi la Russie, elle est vraiment, c'est une menace pour tout le monde. En fait, ce qui est particulier, que pour cette population qui est pro-Poutine, quand vous leur dites que la Russie, c'est une menace pour l'Europe ou c'est une menace pour les États-Unis, ils le prennent comme un complément. C'est vraiment bizarre, parce que c'est vraiment cet esprit revanchiste qui se réveille, et genre ils se disent que si on est capable de menacer les États-Unis, cela veut dire qu'on est important. Vous savez, si vous avez lu un livre de Dale Carnegie, une des trois, on va dire, sentiments le plus naturel de la personne, c'est le feeling importance, qu'ils disent, genre le sentiment d'être important. Et donc ça, je pense, c'est ça qui était perdu entre 2014 et 2021, parce que la Russie s'est retrouvée isolée, s'est retrouvée sous sanctions, beaucoup de personnes, elles étaient sous sanctions, elles ne pouvaient même pas sortir du pays, et le pays s'appauvrissait, du coup le PIB il chutait. Ça c'est vraiment un point super important, que même dans la partie de la population âgée qui était très pro-Poutine, ils sont devenus opposants, tout simplement parce que les conditions de vie ont nettement dégradé. La devise russe, elle a chuté, donc le niveau de vie a chuté, donc la qualité de vie n'avait rien à voir par rapport à la période avant la Crimée. Donc ça, c'est devenu une évidence à un moment donné. La propagande, elle a prolongé en fait quand même ce phénomène, en disant que tout se passe bien, etc., etc. Mais quand les gens le regardent dans son frigo, quand il sort dans le magasin, ils voient que la vie n'est plus la même. Et du coup, on a vécu le même phénomène qu'en 2014, que la popularité de Poutine, elle a commencé à chuter, et en plus, il y a l'opposant que vous avez entendu parler, qui s'appelle Alexei Navalny, qui est sorti beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires, parce que l'Internet est libre, l'Internet, elle est pour l'instant ouvert en Russie. Il y a eu énormément de restrictions après son film sur le palais de Poutine, qui a coûté 1 milliard de dollars. Ça a complètement changé la disposition des forces politiques en Russie, donc Navalny, il est parti en prison, toute l'opposition, elle est partie en prison, elle était quasiment interdite, maintenant elles sont considérées comme des extrémistes et des terroristes, et donc maintenant c'est devenu une dictature. Donc c'est passé d'un régime autoritaire dans un régime totalitaire. Vous savez d'ailleurs quelle est la différence, peut-être je vais la préciser, que le régime autoritaire, c'est quand vous n'avez pas les droits, par exemple, fondamentaux de point de vue genre de l'élection, vous n'avez pas l'influence sur le pouvoir. En revanche, vous avez les libertés, quasiment toutes les libertés dans votre vie privée. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez. Le régime totalitaire, c'est tout l'inverse. Évidemment, vous ne pouvez pas influencer le gouvernement, donc en fait, vous ne pouvez pas changer le pouvoir, mais aussi dans votre vie privée, vous avez des restrictions. Vous n'avez pas l'accès à l'Internet, éventuellement, si vous avez dit quelque chose, vous pouvez être envoyé en prison pour un post sur un réseau social. Donc voilà, ça c'est la différence entre un régime totalitaire et un régime autoritaire. Et donc du coup, ce qui s'est passé en 2021, c'est justement ce bascule entre le régime autoritaire dans un régime totalitaire, ce qui est vraiment très dangereux. Donc du coup, la propagande, elle a encore accéléré, mais il y a effectivement cet mécontentement qui est maintenant par peur est caché au sein du pays. Quand est-ce que cette frustration va sortir sur la surface? On ne le sait pas, mais en tout cas pour l'instant, tous les pouvoirs,
tous les pouvoirs, on va dire, des forces de l'ordre sont de côté de Vladimir Poutine, et donc pour l'instant, il règne. Et toujours, il faut admettre que sa popularité reste assez élevée malgré tout, malgré le niveau de vie en chute libre et malgré la catastrophe avec le Covid qui a eu lieu, parce que cette crise, elle était extrêmement mal gérée dans le pays. Voilà, donc ça, c'est l'état des choses, et maintenant, il fallait agir. Maintenant, il fallait prouver à sa propre population qu'il a toujours de la crédibilité, malgré tout ce qui s'est passé entre 2014 et 2021, et quelle décision elle était prise? En gros, utiliser exactement le même argument. Ce qui a marché en 2014, pas de raison que ça ne marche pas en 2021. Donc du coup, ils ont commencé à pas attaquer, mais à menacer l'Ukraine. Ils ont rapproché des troupes. Il y a eu encore des tensions entre les deux régions qui étaient pro-russes, qui sont semi-annexées en fait, quelque sorte, qui commencent à aussi s'activer envers l'Ukraine. Et ils commencent à chauffer le conflit. Et à ce moment-là, ils ont émis ce ultimatum envers l'OTAN pour garantir que l'Ukraine ne fera jamais partie du bloc, évidemment qui a été rejeté. Et la contrepartie de la Russie, il n'y avait aucune, qu'en fait la contrepartie, c'est bête de le dire, c'est que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine. C'est complètement stupide évidemment comme négociation. Vous voyez, donc on ne peut pas trouver un accord sérieusement quand il n'y a pas réellement des négociations. Parce que si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, vous devez lui proposer une alternative. Par exemple, là, dans toutes les vidéos, je vous demande des likes. Vous voulez avoir un contenu de qualité, vous voulez que je fasse encore plus de vidéos, vous me mettez des likes et là, je fais les vidéos. Donc, vous voyez, c'est logique. Mais quand vous venez, donne-moi des likes et c'est tout, si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas les mettre certainement. Parce que j'ai rien à vous proposer en contrepartie. C'est tout à fait logique, c'est la base de la négociation. Et donc là, maintenant, on est bloqué. Et surtout, Vladimir Poutine lui-même, il est bloqué parce qu'il a mis les enchères tellement haut que maintenant, soit il agit et il se retrouve encore plus isolé, encore plus en sanctions, mais vraiment les sanctions qui ont été promises cette fois, elles sont vraiment très graves. La Russie va devenir un peu comme les Corées du Nord. Ou bien il ne fait rien, mais dans ce cas-là, la crédibilité de sa parole, la crédibilité de ses menaces vaut rien du tout. Et la prochaine fois, il n'aura pas ce poids dans ces pseudo-négociations. Donc voilà, donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a dû vraiment passer à l'action en Ukraine parce que tout simplement il a besoin de prouver à sa propre population, à la partie de la population qui est pro-Poutine, qu'il a toujours de la crédibilité, qu'il a toujours de la force pour défendre son pays et il a continué à créer ce phénomène, on va dire, ce mythe d'un ennemi externe, d'ailleurs ce qu'utilisait aussi Staline, ce qu'utilisaient beaucoup de dictateurs notamment, et comme quoi l'OTAN qui menace systématiquement le pays. Et paradoxalement, ces arguments passent le mieux d'après les personnes qui n'ont jamais sorti de leur pays, qui n'ont jamais visité aucun pays de l'OTAN. Ils croient pourtant que voilà, c'est l'OTAN qui nous menace, c'est un plus gros danger que la Russie fait face actuellement. Voilà, donc est-ce que la situation est dangereuse ou pas? Je pense qu'elle est quand même assez dangereuse. Je ne veux pas sous-estimer le danger de cette situation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des dictateurs, c'est quand même assez difficile à comprendre. C'était le cas de Hitler, c'était le cas de Staline, c'était le cas de Saddam Hussein, c'était le cas de tous les dictateurs au monde. On a du mal à comprendre à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. On peut s'imaginer que pour Poutine, peut-être, il est quand même assez âgé maintenant, et pour lui, on va dire, finir sa présidence par un conflit qui lui laissera à vie dans l'histoire mondiale, probablement c'est une occasion tout à fait attractive. On ne le sait pas. Donc, mais j'espère, si je pars du principe, on va dire, modéré, que Poutine il est quand même toujours raisonnable, il veut quand même de la paix, hein, grosso modo, il veut tout simplement, pour que sa popularité augmente d'après sa propre population, il devrait faire quelque chose, parce que soit il passe pour quelqu'un qui dit n'importe quoi et après il ne fait rien, soit il faut qu'il justifie ses menaces. Donc, pour moi, il aura une action, forcément, donc il aura quelque chose. J'imagine que ça va être fait par les groupes armés qui se trouvent maintenant dans ces régions séparatistes pro-russes. Mais comment l'Occident va réagir, ça c'est une grande question, parce que c'est vrai que la faiblesse de l'Occident, c'est que ils sont divisés. Ils sont divisés et ça les a coûté déjà une deuxième guerre mondiale, à un moment donné, si vous connaissez bien l'histoire. Et maintenant, cette division permet à Poutine d'agir. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de division en Russie, parce que tout le monde suit ce que veut faire le Kremlin. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, il y a différents pays, chaque pays a son avis. Forcément, certains pays ont plus de poids que les autres. Mais en tout cas, l'Europe, et les États-Unis d'ailleurs aussi, ils préfèrent toujours
jouer le modéré, jouer la paix, même s'il s'agit des dictateurs, même s'il s'agit des menaces vraiment réelles. Donc si par exemple Poutine, de telle ou telle manière, en direct ou en indirect, rentre dans l'Ukraine, quelle sera la réaction des Occidentaux? C'est une grande question. En revanche, moi je pense que Poutine sous-estime quand même beaucoup l'Ukraine aujourd'hui. Parce que l'Ukraine, depuis 2014, ils ont vécu tout le temps sous les menaces des invasions. Donc forcément, l'armée, c'était la priorité. Je ne dis pas que c'est l'armée puissante, mais en tout cas, ce n'est pas l'armée aussi faible comme elle était en 2014. Pourtant, en 2014, déjà, il y avait des difficultés. Donc ce n'était pas vraiment un chemin très facile pour les régions de l'Est. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce qu'ils ont déjà obtenu certains équipements militaires de la part des États-Unis. Et l'armée, elle est bien plus organisée et bien plus professionnelle qu'elle était en 2014 quand on ne s'attendait pas du tout à un conflit militaire avec le pays qui est vraiment fait partie de la famille des peuples russes. Ils ne s'attendaient pas qu'un jour il y ait la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourtant, il y était en 2014 dans les faits, en fait, même si la Russie ne le reconnaît pas. La Russie, de son côté, n'oubliez pas que c'est un pays le plus corrompu au monde aujourd'hui. Et donc, quand on parle de la corruption à tel niveau, donc forcément, toutes les branches du pouvoir, en fait, tous les services, tous les ministères sont corrompus, y compris le ministère de la Défense. Donc l'armée russe, forcément, elle est très très corrompue. Donc est-ce que les soldats russes ils vont vouloir aller faire la guerre pour se défendre contre l'OTAN, la menace que les jeunes soldats qui sont beaucoup plus jeunes, on va dire, que les personnes qui croient vraiment à toutes ces idées soviétiques, est-ce qu'ils vont aller lutter contre l'OTAN? J'ai du mal à croire. La motivation, on va dire, sera très très faible. Pourtant, de l'autre côté, la motivation sera maximale parce que ça sera vraiment défendre son pays et de préserver, on va dire, la liberté de son pays, de ses familles, de revivre dans un pays de droit. Donc, je dis pas que l'Ukraine c'est un pays parfait. Donc il y a énormément de corruption en Ukraine également. Les situations sont quand même extrêmement différentes et je pense que la Russie sous-estime énormément la capacité de l'Ukraine à se défendre. Voilà, maintenant nous revenons dans notre un petit peu périmètre. Donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer? On va parler des actions russes. C'est vrai que je n'investis jamais dans les actions russes parce que tout simplement, toutes les grandes entreprises russes cotées sont des entreprises qui sont possédées directement ou contrôlées par le Kremlin. Donc Gazprom, évidemment, c'est le cas. Et la plupart de ces entreprises, elles servent pour, on va dire, alimenter les différents schémas corrompus avec l'argent qu'ils obtiennent en vendant les matières premières, notamment en Europe. Je prends l'exemple de Gazprom. Si vous regardez le bilan de Gazprom, le chiffre d'affaires ne cesse pas d'augmenter. Ça peut paraître intéressant, mais si vous creusez un petit peu plus dans le bilan, vous allez voir tout de suite que le résultat, il stagne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'augmentation du chiffre d'affaires ne contribue pas dans l'augmentation du résultat. Ça peut arriver dans la finance, ça peut arriver dans la comptabilité, ça peut arriver une année, ça peut arriver pendant 2 ans, peut-être 3 ans, mais 4 ans maximum. Mais là, ça fait 20 ans que ça se passe comme ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une vache à lait qui est en gros consommée par des différentes structures qui sont contrôlées indirectement par les représentants du Kremlin. Et tous les projets de Gazprom, c'est juste un moyen de blanchir de l'argent et on va dire alimenter les autres structures tierces. Donc c'est pour ça l'investissement d'un Gazprom, c'est une énorme value trap, malgré que, évidemment, il gagne énormément de l'argent. De point de vue, en fait, elle encaisse énormément de l'argent, elle ne gagne pas tant que ça. Mais cet argent ne sera pas au profit de l'actionnaire. Cet argent, il sera au profit des sous-traitants, et ces sous-traitants sont contrôlés par, vous pouvez deviner qui. Voilà, donc c'est pour ça que je tiens mes distances par rapport au marché russe, mais en revanche, et ça c'est un point super positif, je surveille ce marché, je surveille de très près, et si jamais il y a des changements positifs politiques, notamment parce que tout commence par la politique, on ne peut pas faire des réformes en Russie sans faire des réformes politiques actuellement, s'il y a des mouvements dans le bon sens, dans ce cas-là, il faudra absolument se jeter sur le marché d'actions russes, commencer à acheter tout n'importe quoi, presque, je vous invite à dire, pour des raisons suivantes. Forcément, c'est un pays très riche en ressources, et pas que, et c'est un pays qui est très riche intellectuellement. Donc c'est une société qui est formée, c'est une société avec des traditions, c'est une société qui fait partie de la civilisation européenne, même si Poutine essaie de faire semblant que ce n'est pas le cas en se tournant vers l'Est, mais c'est une société européenne. Et ce sont les jeunes Russes qui vont diriger le pays
dans quelques années, et donc forcément ils ne vont pas vouloir se renfermer, se devenir le Corée du Nord, à moins que le pouvoir absolu s'installe, et du coup il est transmis par, on va dire, par les générations vers les enfants de Poutine. J'ai du mal à imaginer cette situation-là en Russie. Tout est possible, mais si jamais la situation change dans le bon sens, que la réouverture du pays, dans ce cas-là, le marché russe va être super intéressant, et forcément je vais y investir massivement. Pour moi c'est trop tôt, parce que l'incertitude elle est énorme, surtout maintenant quand il y a des tensions avec l'Occident. Donc si vous avez des actions russes, je pense que vous êtes en danger. Elles sont très attractives de point de vue de valorisation, mais les risques sont pour moi encore plus importants qu'en Chine. Je vous ai déjà expliqué les risques chinois. Il y a évidemment de risques politiques chinois, on en parle tout le temps, mais le risque politique en Russie n'est pas moindre. Donc faites quand même beaucoup attention si vous investissez dans ces valeurs uniquement parce qu'ils vous semblent sous-valorisées. Donc elles sont sous-valorisées, c'est vrai, mais est-ce que vous allez pouvoir en profiter? Ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, on va surveiller, on va rester en contact. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire à la chaîne Mind the Cash pour ne rien rater. Et dès qu'il y aura des opportunités sur le marché russe, je vais vous tenir en courant. Et on va essayer d'en profiter de ces opportunités pour faire profiter nos investissements en bourse. Allez, je vous souhaite tout le meilleur. Passez un très bon week-end. Je vous donne le rendez-vous le dimanche pour le café de dimanche. Allez, à très bientôt. Bye bye.